Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je crois qu'on va démarrer la session de cet après-midi et bienvenue après la reprise. Je suis Naomi Auguste. Je vais commencer par me présenter. Je suis Naomi Auguste, ingénieure électromécanicienne et ingénieure en énergie renouvelable de formation. Pour le moment, je travaille comme analyste en accès à l'énergie sur des projets d'électrification rurale dans des communautés reculées, plus précisément dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Et j'aurai le plaisir aujourd'hui de modérer cette session consacrée au rôle de la modélisation des systèmes énergétiques dans la décarbonation. Pour ouvrir cette session, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir l'intervenante Héloïse Edom. Pour parler un peu d'Héloïse, Héloïse est titulaire d'une maîtrise professionnelle en génie énergétique et d'une maîtrise de recherche en mathématiques appliquées de Polytechnique Montréal. Elle a précédemment travaillé en tant qu'associée de recherche au sein du groupe d'études et de recherche en analyse des décisions sur le thème de la maintenance des systèmes de production d'énergie électrique. Au sein de l'Institut de l'énergie Trottier, elle a d'abord contribué à l'initiative de modélisation énergétique qui a conduit à la création du Carrefour de modélisation énergétique, un organisme pan-canadien. Co-autrice de plusieurs rapports sur les enjeux de l'électricité au Canada, elle travaille principalement sur les projets liés à l'électrification et à la décarbonation de la société canadienne à l'échelle provinciale et nationale. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Héloïse avec nous. Pour les questions, donc on a un groupe présentiel à l'Université de Quisqueya et la modalité est la suivante. On aura une petite pause au milieu au milieu de la présentation de 10-15 minutes pour les questions. Et puis après, à la fin, on va prendre aussi des questions pour 15 minutes. Donc, j'invite tout le monde, ceux qui sont en présentiel, à noter leurs questions et ceux qui sont en ligne, je vous encourage à utiliser la section questions et réponses de Zoom pour poser vos questions. Donc, je crois qu'on peut entamer. Héloïse, le microphone est à vous. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour commencer, la modélisation des systèmes énergétiques au service de la décarbonation. Donc, la décarbonation, c'est quelque chose qu'on entend parler à peu près partout. C'est quelque chose qui est maintenant incontournable. Oui, pour les enjeux climatiques, mais pour bien d'autres enjeux aussi. Et ici, on va aussi regarder comment des outils plus, j'ai envie de dire, qui découlent un peu plus de la science et de l'ingénierie, peuvent servir à contribuer à atteindre ces objectifs de décarbonation. Donc, un peu les grands axes de ma présentation, un peu c'est quoi la décarbonation, qu'est-ce qu'on entend par là, les principes de base pour un modèle, les modèles des systèmes énergétiques, les principaux modèles qui existent à travers le monde. J'en vais juste en donner 2 exemples ici. Donc finalement, malheureusement, j'ai pas pu faire la nuance internationale zone Caraïbes, mais j'aurai quand même quelques exemples à nommer dans cette section. Et l'utilisation de ces modèles pour soutenir la décarbonation. Donc, en fait, la décarbonation ou le contexte qui va avec, donc le concept de carboneutralité, ce sont des concepts qui ont émergé au niveau, à peu près au niveau de l'accord de Paris, donc le concept de carboneutralité. Par contre, le concept de changement climatique était présent depuis bien plus longtemps, dans les années 1990 à peu près, et était discuté annuellement à travers les conférences des parties ou les fameuses COP, dont d'ailleurs la 30e et c'est terminé il n'y a pas très longtemps. Donc, lors de la 21e COP en 2015, il y a un accord international qui a été établi qui reliait environ presque 200 pays, un peu moins de 200 pays, et qui se sont mis d'accord pour tenter de ne pas dépasser l'augmentation globale de température de plus de 2 degrés Celsius. Donc ça, c'est un concept aussi assez scientifique, un peu large. Donc, on parle d'augmentation moyenne globale au niveau de la planète. Donc, ça ne veut pas dire que partout il va faire plus chaud, mais si on fait la moyenne, il va faire plus chaud. Donc, le mot carboneutralité en tant que tel n'était pas présent dans l'accord de Paris. Par contre, il y avait cette expression, qui est une citation directe, parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques pour les sources et les absorptions anthropiques pour les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Donc, c'est de là que sort le fameux
2050, parce qu'on entend beaucoup parler carboneutralité 2050, carboneutralité 2050. C'est de là que ça sort ce jalon-là. Et c'est de là aussi que sort le concept de carboneutralité. Donc, il n'y a pas de consensus, même de nos jours, sur la définition exacte de qu'est-ce que la carboneutralité. Cependant, un élément essentiel, c'est aucune augmentation nette des émissions mondiales de GES. Donc, quand on parle carboneutralité, c'est vraiment des efforts globaux. Il n'y a pas un seul pays dans un seul point qui peut se vanter d'être réellement carboneutre, parce que c'est une tendance que tout le monde, c'est un effort que tout le monde doit fournir à différents niveaux, avec différents moyens, différentes contraintes, mais c'est vraiment un concept global. Donc, à travers tous ces efforts pour un peu aligner aligner les efforts à l'échelle internationale, on a quelques éléments ou quelques cadres qui ont été mis en place. Donc, au-delà de l'accord de Paris, qui est un accord formel, il y a par exemple les contributions déterminées au niveau national ou les CDN. Donc, ce sont des rapports dans lesquels chaque pays, chaque État s'engage sur un certain horizon et planifie les étapes ou les principales actions à mener pour atteindre les cibles qui se sont données. Donc souvent, c'est des horizons à tous les 5 ans. Les premiers étaient à mettre en place pour 2020, ensuite 2025, 2030, etc. Et il y a aussi les LTLEDS ou Long Term Low Emission Development Strategies, qui sont aussi le même principe un peu que le CDN, mais à beaucoup plus de long terme. Donc c'est pour déjà intégrer cette vision de décarbonation complète à l'horizon 2050, dépendamment des pays. Cet horizon-là change en fonction des territoires qui sont concernés. Certains territoires avancent cette échéance-là à 2045, 2040. D'autres les repoussent à 2055, 2060. Donc, il y a une certaine variabilité, mais quand même, le gros concept et l'accord est quand même assez présent. On a quelques gros joueurs, pour ne pas citer nos voisins du Sud, c'est-à-dire pour moi qui suis au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, qui ont tendance à, de temps en temps dans le temps, s'opposer à cette tendance internationale. Reste que à peu près tous les joueurs dans le monde sont d'accord sur ce besoin au niveau mondial. Donc, pour donner quelques exemples, dans la Caraïbe, on a la Jamaïque qui a très récemment déposé sa programmation à long terme pour la décarbonation. Et là, dans le cas de la Jamaïque, son objectif de carboneutralité pour l'année 2060. On a par exemple dans les îles dans le Pacifique, Vanuatu, les îles Salomon ou encore les îles Marshall, qui elles aussi ont établi un certain nombre d'engagements concernant la décarbonation. Donc, c'est bien beau tout ça. Comme j'ai dit, sans aller dans le consensus, il y a quand même une tendance concertée sur les efforts de décarbonation, mais des enjeux majeurs persistent. Par exemple, chaque pays, chaque territoire doit développer ses cibles et ses actions à mener. Ça peut rapidement devenir très complexe. Il y a un enjeu d'ajustement à la frontière. Par exemple, moi, je suis très agressive dans mes cibles. Mon voisin ne l'est pas. Comment on fait interagir tout ça? Et aussi, différents pays impliquent différents défis, différentes contraintes, différents moyens pour atteindre les différentes cibles de décarbonation. Et enfin, il y a aussi cette notion d'intégration de la responsabilité commune, mais différenciée, parce qu'il faut, objectivement parlant, chaque territoire n'a pas tout à fait le même poids dans les émissions mondiales, que ça soit actuellement ou historiquement. Donc, les principaux risques de changement climatique, juste un petit aparté, c'est un concentré que je donne en quelques diapos. Donc, on va rester à des quand même hauts niveaux, mais je pense que ça peut quand même donner des essentiels. Donc, comme quelques principaux risques liés au changement climatique, en particulier, j'ai choisi ceux qui peuvent le plus directement toucher les territoires dans la zone Caraïbe. On a par exemple le changement des profils des pluies qui peut parfois générer des inondations majeures. Moi, par exemple, je viens de la Guadeloupe. C'est relativement, dans les dernières années, on voit
nettement augmenter la fréquence d'inondations éclairs, dans le sens que c'est des pluies relativement courtes qui vont générer des grosses inondations, puis que ça va s'estomper peu de temps après. Donc, ça, c'est problématique pour les infrastructures, par exemple. Aussi, augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes. Malheureusement, on est dans une zone où il y a notamment les cyclones qui peuvent faire vraiment des dégâts majeurs. Et encore une fois, c'est des impacts sur les infrastructures, sur la santé humaine et sur énormément d'aspects dans une société. Les changements un peu plus lents, c'est par exemple l'augmentation du niveau de la mer. Quand on est une île, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Quand on est un gros territoire comme le Canada, il y a des préoccupations, mais disons qu'il y a un peu plus d'opportunités pour trouver des solutions. Quand on est une île, ça devient un enjeu vraiment beaucoup plus critique. Puis, comme je le mentionnais, ça peut impacter les infrastructures, l'agriculture, etc. Donc, la décarbonation, j'ai envie de dire, c'est le moteur principal. Par contre, décarboner, c'est pas juste pour les changements climatiques que c'est intéressant de le faire. On a souvent un certain nombre de co-bénéfices qui arrivent ou qui viennent, qui sont intégrés avec les efforts de décarbonation, comme par exemple l'amélioration de la qualité de l'air. Si les usines qui produisent dans ma zone géographique, si mon transport en termes de bus ou de voiture, toutes ces technologies-là sont décarbonées, donc il n'y a pas d'émissions de particules nocives ou polluantes dans l'air. C'est des améliorations, c'est pour la qualité de l'air et donc la santé humaine. On peut avoir aussi les notions de pollution sonore. Les véhicules électriques, par exemple, sont beaucoup moins bruyants. D'une manière générale, les électrotechnologies sont souvent moins bruyantes que les technologies qui utilisent des combustibles fossiles. Aussi, quand on est des territoires très dépendants sur l'importation de carburants fossiles en particulier, c'est le cas, encore l'exemple de chez moi de la Guadeloupe, et ben quand on décarbonise, donc on fait souvent, on augmente la production localisée d'énergie. Donc on parle de ressources, d'énergie renouvelable comme le solaire, l'éolien. Donc ça remplace par exemple les gros moteurs diesel qu'on peut trouver et qui dans certains territoires servent à produire l'électricité, par exemple. Ça peut contribuer à améliorer la résilience des services énergétiques. Ça, c'est quand on intègre, par exemple, différentes formes d'efficacité énergétique, différentes formes de stockage. Le fait aussi que, comme je l'ai mentionné, la production est localisée, ben, on ne dépend pas d'une chaîne d'approvisionnement continue pour être capable de faire tourner la machinerie qu'on a localement. Donc, ça peut contribuer aussi à une réduction des coûts des services énergétiques parce que dans une grande mesure des cas, bien que parfois l'électricité à l'unité d'énergie est plus chère que par exemple du gaz naturel ou du diesel, on a des fois des gains d'efficacité majeurs quand on électrifie un certain nombre de services et du coup ça réduit en fait la quantité totale d'énergie qu'on a besoin de consommer pour répondre à nos besoins comme se déplacer, se chauffer, éclairer son logement. Quelques exemples dans la zone Caraïbe de territoires qui ont établi un certain nombre de cibles liées à ces efforts de décarbonation. Par exemple, la Jamaïque qui vise en 2030 pour son secteur de l'électricité une augmentation pour atteindre 50% d'énergie renouvelable dans sa production d'électricité et une réduction de ses pertes sur le réseau de transport et de distribution à 21%. Pour donner une ordre de grandeur, actuellement, par exemple au Canada ou en France, on parle plutôt de pertes autour de un peu moins de 10%. Donc, je comprends leur objectif de réduire le taux de perte parce que ça demande du coup moins de production, moins de capacité installée. On a, par exemple, au niveau des bâtiments, augmenté la part des chauffe-eau de 60% supplémentaire par rapport à ce qui existe actuellement et une pénétration de 12% des véhicules électriques dans le parc des véhicules de promenade. À l'horizon 2050, l'électricité à 100% de produits de sources renouvelables
et encore une réduction sur le taux de perte sur le réseau de transport et de distribution. Et pareil aussi, encore au niveau du transport, une augmentation de la pénétration des véhicules électriques. Du côté de la Barbade, qui d'ailleurs avait initialement, je pense, visé en 2040 ou 45, non, 2040 pour obtenir les émissions le plus proche de zéro. J'ai fait exprès de mettre ça et pas mettre carboneutralité parce ils ont jamais mentionné carboneutralité, ils ont toujours utilisé l'expression le plus proche possible de zéro. Donc ça encore, c'est une illustration il n'y a pas de consensus sur la définition de carboneutralité. Donc, la Barbade aussi a des objectifs pour 2030. La Barbade est un des territoires qui est parmi les plus agressifs sur ces objectifs de décarbonation dans la zone Caraïbe. Je ne pourrais pas dire si c'est le plus agressif, mais c'est un des plus agressifs. Donc, 95% de l'électricité de sources renouvelables. Initialement, la cible était pour 2030, mais il me semble que j'ai vu passer des mises à jour pour 2035. Donc, il y a eu un décalage après des exercices de modélisation, justement. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de plus de temps pour être capables d'atteindre cet objectif-là. Ils ont eu aussi des objectifs dans le bâtiment avec l'électrification du chauffage de l'eau aussi. Et dans le transport, ils visent 100% des nouveaux véhicules de promenade à faible émission à l'horizon 2030. Et comme je l'ai mentionné, des émissions très proches de zéro à l'émission à l'horizon 2040. Donc, en gros, qu'est-ce qu'implique la décarbonation? C'est quoi les impacts des objectifs et de la réglementation de la décarbonation sur, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, sur l'économie, sur le marché de l'emploi, sur les autres réglementations environnementales, parce qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui sont réglementés, il y a toutes sortes d'autres formes de pollution qui peuvent être réglementées. La pollution des cours d'eau, les pollutions au niveau des terrains à cause de produits toxiques, et quels sont les impacts aussi sur la qualité de vie. Et atteindre ces objectifs, ça signifie quoi? Quelles sont les étapes clés? Quelles sont les actions qu'il faut prendre pour atteindre ces objectifs? Par exemple, on parle de ne pas dépasser 2 degrés à l'horizon 2050. Mais ça veut dire quoi, ça, concrètement, quand on veut le mettre à l'échelle d'un territoire? On va voir ça un petit peu au fil de la présentation. Aussi, quels sont les coûts? Parce qu'il faut pouvoir financer toutes ces transformations-là. Et est-ce qu'il risque d'y avoir des interactions entre les réglementations des interactions bénéfiques, donc qui vont amplifier l'impact souhaité, ou des interactions, au contraire, qui vont être contre-productives. Donc, la modélisation des systèmes énergétiques est un des outils qui peut aider à former des réponses à plusieurs de ces questions. Donc, qu'est-ce qu'un modèle? Là, je vais revenir à la base. J'ai même un petit peu exagéré la simplification. C'est simplement pour retenir l'essentiel. Donc, la définition générale, un modèle, c'est une imitation, une tentative de ressemblance ou de représentation de la réalité. Donc, vous avez en image sur le côté les fameux modèles réduits. Dans ce cas-là, en plus, c'est le Titanic, assez connu. Et aussi une sculpture. Donc, représentation d'un humain, représentation d'un bateau. Donc, une imitation de la réalité. Mais par contre, par construction, vu que c'est une imitation, une tentative de représentation de la réalité, un modèle est nécessairement incomplet. Il se concentre sur certains aspects parce que souvent, quand on veut utiliser ou quand on a besoin d'un modèle, c'est parce qu'on veut répondre à un certain nombre de questions. Donc, c'est certaines choses précises qu'on veut regarder. Et il possède aussi certaines caractéristiques qui ne ressemblent pas du tout au modèle original. Là, j'ai illustré le concept avec quelque chose de très simple, le cœur humain. Donc, on a une photo de l'organe réel, d'ailleurs sorti hors contexte. Donc, déjà là, on perd des morceaux de réalité, même si c'est le vrai organe. On a un modèle probablement utilisé dans un cadre d'études médicales où on représente la forme, etc., mais où on accentue la visualisation des différents veines et artères pour être capable de voir les systèmes de circulation. On a un schéma, j'ai envie de dire, réaliste mais schématique, donc c'est très élagué par rapport à la réalité. Et il y a le fameux cœur emoji qu'on trouve un peu partout dans les conversations par SMS qu'on peut faire ou dans d'autres formes de représentation. En réalité, des fois, on pourrait se demander, mais il est où le lien? Pourtant, c'est communément accepté que c'est une représentation du cœur
en général, on sous-entend du cœur humain. Donc, nous, dans le cadre de cette présentation, puis probablement aussi dans le cadre de vos études, c'est essentiellement les modèles mathématiques qui sont d'un grand intérêt. Donc, les modèles mathématiques, en fait, c'est une description mathématique d'un système ou d'un, oui, c'est ça, d'un système qui va utiliser un ensemble de données. La description se fait à l'aide d'équations, d'inéquations, et ça permet de décrire le système et les relations entre les variables de ce système. Donc, les variables de système, on peut parler de variables exogènes. Donc, ça va être des variables qui vont être à l'extérieur de mon modèle et qu'il faudra que je donne en information d'entrée à mon modèle pour être capable d'être traité. Et il y a les variables endogènes à mon modèle qui sont les variables qui vont être calculées à l'intérieur de mon modèle. Un exemple intéressant. Donc, la planète la Neptune est la ex-potentielle planète Vulcain. Donc, en 1846, on a on va dire le scientifique Urbain Le Verrier qui prédit l'existence d'une planète supplémentaire par rapport à ce qui était connu à l'époque. Désolée. Dans ce cas-ci, c'était Neptune. Donc, en examinant les irrégularités de l'orbite autour de la planète Uranus et en utilisant les lois de Newton, il a prédit qu'il doit y avoir une planète à tel endroit, puis il s'est avéré un certain nombre d'années plus tard qu'effectivement, il y avait cette planète et que c'était Neptune. Il a tenté d'appliquer le même principe pour d'autres situations, d'autres cas, et il a analysé l'orbite autour de Mercure. Là aussi, il a trouvé qu'il y avait des anomalies et il a prédit, ou du moins suggéré, qu'il y avait une planète aussi à cet endroit-là et qu'il l'avait nommée Vulcain. Cependant, il s'est avéré que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de planète à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire que son modèle était pas bon de manière absolue? Non, puisque ça a marché pour Neptune. Donc, clairement, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Cependant, un modèle ne peut pas être appliqué dans toutes les situations, puisque le contexte dans lequel on l'applique, oui, c'est ça, le contexte dans lequel on l'applique, ou le système ou l'analyse, du moins la question qu'on se pose ou le système qu'on analyse, va avoir un impact sur la validité ou non de l'utilisation de ce modèle-là pour cette situation-là. Donc, dans ce cas-là, la raison pour laquelle son modèle qui avait fonctionné pour Neptune ne fonctionnait pas pour Vulcain, c'est parce que à la proximité du Soleil, les règles de Newton ne pouvaient pas s'appliquer de la même manière. Donc ça, c'est simplement un exemple de les modèles sont utiles, mais il y a plein de choses à prendre en compte pour qu'ils le soient réellement utiles, en fait. Donc, les équations et modèles qui fonctionnent dans un contexte peuvent ne pas être applicables dans un autre. Les modèles énergétiques, il peut y en avoir de beaucoup de sortes. On peut parler des modèles pour la production d'énergie, donc on se concentre à comprendre comment fonctionne la production. Ça peut être pour plusieurs formes d'énergie, pour un seul type d'énergie. On a des modèles qui vont se concentrer plus sur tout ce qui est transport et distribution d'énergie, par exemple les oléoducs, les gazoducs, les réseaux électriques. On a les systèmes énergétiques, donc là on va se concentrer plus sur les flux d'énergie qui se déplacent à certaines échelles différentes. Des fois, on veut regarder un même vecteur énergétique, mais utilisé dans différents secteurs. Des fois, on veut voir plusieurs vecteurs énergétiques. Ça peut être des modèles aussi qui se concentrent plus sur les utilisations sectorielles de l'énergie. Est-ce qu'on se concentre sur le secteur du transport? Et même dans le transport, on peut se concentrer sur le transport de passagers, le transport de marchandises, dans les bâtiments, l'industrie. Des modèles qui vont être assez spécifiques à certaines technologies précisément, par exemple, système de refroidissement, une clim, système de chauffage, une thermopompe. D'ailleurs, la thermopompe peut faire les deux.
Relation entre les systèmes aussi. Donc là, on peut parler plutôt des concepts comme des concepts un peu plus globaux, comme l'analyse de cycle de vie, comme le lien entre, par exemple, l'économie et son système énergétique et l'environnement. Donc, c'est là justement le lien décarbonation, donc gaz à effet de serre, autres polluants aussi, et les systèmes économiques et énergétiques. Donc, passons maintenant au deuxième grand axe qui est les modèles de systèmes énergétiques. Donc, on a vu, en fait, le troisième grand axe. Donc, on a d'abord vu ce que c'est un modèle vraiment de manière fondamentale. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect système énergétique. Donc, un petit peu d'histoire. Les premiers développements de modèles énergétiques datent des années 1970 à peu près. C'est lié à deux principaux facteurs, ce ne sont pas les seuls évidemment. Le premier, c'est le développement informatique en fait, en particulier le développement des ordinateurs et des capacités de calcul qui ont rendu possible de faire ce genre de modélisation. Et aussi la crise pétrolière des années de 1973 qui a beaucoup déstabilisé les marchés du secteur énergétique. Et donc, on a cherché à développer des outils pour pouvoir comprendre et mieux prévoir la demande et l'évolution de l'efficacité énergétique à travers le temps. Ça permettait de structurer, c'est ça, c'est essentiellement pour mieux comprendre et en fait pour pouvoir planifier les actions à mettre en place dans ce secteur-là. Donc, les modèles énergétiques macroéconomiques, donc c'est-à-dire là, on va à des grosses échelles. Grosse échelle, c'est pas le bon terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécifique à une technologie quand on parle des systèmes macroéconomiques. On regarde l'économie dans son ensemble. Donc, l'échelle peut ne pas être si grosse si le territoire est quand même très petit, mais c'est quand même l'ensemble de l'économie du territoire qu'on va regarder. Donc, les premiers modèles qui ont émergé sont les modèles d'équilibre général calculable, donc Computable General Equilibrium ou CGE en abréviation, ont été développés dans ces années 1970. Donc, pourquoi on utilise le terme équilibre? C'est parce que les agents d'optimisation trouvent les meilleures solutions sous réserve de contraintes budgétaires, donc équilibre des budgets, général, parce qu'on regarde l'économie dans son ensemble, donc production, consommation, investissement, commerce, et ainsi que les comptes nationaux et dans certains cas internationaux, et calculable parce qu'on est capable de le résoudre numériquement. Encore une fois, point directement lié au développement des ordinateurs. Donc, c'est tout ce développement-là, ces outils-là ont servi à planifier les investissements pour répondre à la croissance de la demande énergétique, à l'époque essentiellement dans les pays de l'OCDE. Certains éléments spécifiques au secteur de l'énergie, c'est d'abord, l'énergie est utilisée dans tous les secteurs de l'économie. Quel que soit le secteur où on regarde, transport, bâtiment, gestion des déchets, dans tous ces secteurs-là, l'énergie a un rôle à jouer. Même si on pense à la gestion des forêts, par exemple, mais la biomasse forestière peut servir à la production d'énergie. Donc, il y a un lien entre cette gestion des forêts et le secteur énergétique. La production, le transport, la distribution d'énergie requiert des infrastructures majeures qui prennent du temps à développer. Un des avantages des énergies renouvelables, comme par exemple le solaire décentralisé ou l'éolien, c'est que ce sont quand même des projets qui ont une durée de développement qui est un peu plus courte que certaines technologies qui étaient présentes par le passé, comme l'hydroélectricité, par exemple, ou le nucléaire. Par contre, c'est des durées de développement qui sont comparables aux centrales au gaz, par exemple, au gaz naturel. Pour le solaire décentralisé, c'est des délais encore plus courts. Donc,
quand on développe un système énergétique, on a besoin de vision sur du long terme pour planifier le déploiement des technologies, pour être capable de passer à travers toutes les étapes du point où on a l'idée jusqu'au point où notre système produit les unités d'énergie. Donc, la production et l'utilisation d'énergie s'accompagne aussi d'externalités environnementales locales et globales. Locales, parce que des fois, si j'ai une centrale au gaz à un endroit, ben, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre, un certain nombre d'autres impacts environnementaux. Mais il peut y avoir aussi des impacts globaux. Par exemple, si je ne produis pas moi de gaz naturel et donc j'importe ce gaz naturel, ben, là où il y aura la production de gaz naturel, là aussi il y a des impacts, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on entend par système énergétique? Je sais qu'il y a beaucoup d'informations et je sais que certaines sont trop petites pour être capables de lire. Mais c'était juste pour donner un peu une idée de la complexité de l'affaire, parce qu'en fait, c'est très complexe un système énergétique. Ici, c'est une illustration de l'architecture du modèle Times, spécialement développé, enfin adapté par la compagnie Esmia, qui est une compagnie basée au Canada, et qui modélise, dans son cas, le système énergétique canadien dans son ensemble. Donc là, on voit qu'il y a, dans un premier temps, tout ce qui est ressources, lié aux ressources, à l'énergie primaire. On a tout ce qui est lié à la production, conversion, transport de ces énergies primaires. Là, ce sont les technologies permettant la consommation et les demandes en termes de services énergétiques. J'ai utilisé beaucoup ce terme-là, service énergétique, depuis le début de ma présentation. Ce qu'on entend par service énergétique, c'est en fait tout ce qui nous permet, en gros, de fonctionner. Éclairer à l'intérieur de chez soi, se chauffer, ou moi je parle de se chauffer parce que c'est l'hiver ici au Canada, donc on se chauffe, mais ça peut être se refroidir aussi quand on est dans un endroit où il fait très chaud. Ça peut être pouvoir cuisiner, donc produire une chaleur qui peut être utilisée pour cuisiner. Donc c'est ce genre d'éléments. Se déplacer aussi, c'est un service énergétique. Donc on peut voir que donc ce genre de modèle va vraiment couvrir l'ensemble des peu, c'est pas une obligation, mais ce genre de modèle en général couvre l'ensemble des sources d'énergie primaire qu'un territoire peut avoir, et des fois il va même au-delà que ce que le territoire a, parce qu'il est capable d'intégrer une dimension internationale quand il y a des importations et des exportations. Intégrer l'ensemble des technologies qui permettent de traiter cette énergie primaire, l'ensemble des technologies qui permettent de consommer l'énergie qui aura été transformée pour livrer ces services énergétiques. Donc, c'est un peu les grandes lignes. Donc, en résumé, pour faire un peu le tour de ce que je viens de mentionner dans mes quelques dernières apos, un modèle énergétique, c'est une tentative de représentation de la réalité à l'aide d'une description mathématique et d'une architecture pour être capable de représenter ce système, qui va être alimenté par des données pour générer un certain nombre de résultats. Quelques mots sur les défis de la modélisation face à la carboneutralité. Donc, contrairement aux lois de la physique, par exemple, F est égal à ma, donc la force est égale à la masse fois l'accélération, les lois des systèmes énergétiques ne reposent pas uniquement sur des règles de la nature, c'est-à-dire des règles très bien définies par des équations mathématiques. En réalité, ça repose sur des hypothèses et des simplifications économiques et sociales. Par exemple, ce qu'on appelle lois économiques, en vrai, ne sont pas réellement des lois, mais des modèles en soi, puisque l'économie, c'est des représentations de relations qu'il y a dans la société du point de vue monétaire et flux monétaire. La course vers la carboneutralité exige aussi une transformation en profondeur et à un rythme rapide. Donc, les modèles existants, des fois, peuvent avoir des limites pour
représenter ou pour évaluer cette réalité-là, puisque, encore une fois, c'est des représentations, des tentatives de représentation de la réalité. Puis aussi, il y a un aspect d'historique, dans le sens que beaucoup de ces modèles-là, leur développement initial date des années 1970, comme je l'ai mentionné. Donc, bien qu'ils ont évolué au fil des temps, il y a quand même des éléments fondamentaux qui peut-être ne correspondent plus à la réalité de la carboneutralité. Donc, oui, il y a des limites, un peu comme dans l'exemple avec la planète Neptune et Vulcain, mais ça reste quand même des outils qui peuvent être très utiles. Il y a cette fameuse phrase « All models are wrong, but some are useful ». Donc, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et je trouve que ça illustre très bien la réalité de la modélisation énergétique. Il y a tous les niveaux. Ici, on a beaucoup parlé des systèmes énergétiques, c'est d'autant plus vrai. Mais même quand on fait de la modélisation de quelque chose qu'on pourrait dire plus simple, comme une technologie spécifique, il est toujours très difficile de capter à 100% le comportement réel. Oui, je vais donner quelques éléments encore et ensuite on va faire une petite pause pour les questions. Désolée. Donc, finalement, on va peut-être faire la pause maintenant parce qu'on change un peu de thématique. Donc, je propose une petite pause maintenant pour prendre quelques questions s'il y en a. D'accord, merci, merci Loïse. En ligne, on n'a encore pas de questions. Je ne sais pas si du côté de la salle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions? Voilà, avez-vous des questions au niveau de la salle? Oui, bien. On a une question au niveau de la salle, on va... OK. Merci. Je vous remercie pour l'intervention. Je suis ingénieur Kevin Hippolyte et diplômé à l'Université GOC. Dans les modèles de système énergétique, n'est-il pas important d'inclure les notions de taxe carbone et marché carbone? Merci. C'est ça la question. Merci pour ta question. Donc, en fait, je dirais que ça dépend de l'objectif de ton modèle. Si ton modèle est axé, ça dépend de l'objectif. Dans bien des cas, les modèles que je commente, c'est-à-dire les modèles de système énergétique, oui, les taxes carbone ou les marchés carbone vont être inclus parce qu'ils vont être inclus dans la dimension, en fait, représentation du système économique. Et c'est ils vont être représentés là, à ce niveau-là, parce qu'ils influencent, en fait, les échanges économiques et aussi les performances, entre guillemets, au niveau des productions puis des émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, tout à fait, c'est des éléments à prendre en compte là où ils existent. Et là où ils n'existent pas, ben, la modélisation peut aider à évaluer la pertinence ou non de mettre en place un tel système. Merci, Louise. On a une autre question. C'est de Godson Jacques, qui est étudiant finissant en génie électromécanique à la faculté des sciences. Il souhaiterait savoir sa question. Quels conseils donneriez-vous pour appliquer vos analyses dans des pays où les données énergétiques sont très limitées? Dans les pays où les données énergétiques sont très limitées. Oui, alors ça, c'est toujours la croix et la bannière pour la modélisation énergétique. Ça peut être surprenant, mais par exemple, au Canada, malheureusement, on n'est pas chef de liste en termes de qualité, disponibilité des ressources. Si on compare, pas des ressources, des données, si on compare aux États-Unis, par exemple, avec leur agence, leur ministère de l'énergie qui fait un travail extraordinaire de publication, standardisation, formatage des données. Donc, il y a des endroits où c'est encore plus limité. Donc, dans ce genre de cas, en fait, il faut passer beaucoup de temps pour pouvoir soit réellement faire des campagnes pour récupérer l'information,
Donc, on va voir les différentes parties prenantes pour être capable de faire des collectes de données. Si on n'est pas capable de le faire de manière complète, mais on peut le faire au moins partiellement. Donc là, on va utiliser toutes sortes de techniques pour être capable de générer des jeux de données le plus représentatif possible. Donc là, on vient de rajouter une couche d'incertitude parce que j'ai mentionné que les modèles, c'est une représentation. Mais là, quand on n'a pas les données réelles et qu'on fait des estimations, ben, ça aussi, c'est une représentation, une tentative de représentation de la réalité. Donc, il y a des façons de faire. Comme j'ai mentionné, la plus efficace, entre guillemets, c'est la collecte de données. Mais des fois, on peut pas le faire parce que, bon, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, on n'a pas un certain nombre de ressources. Ça peut être aussi de générer des jeux de données en se basant sur un certain nombre d'hypothèses raisonnables. Et c'est ça les deux principales approches pour être capable d'alimenter ensuite les modèles. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, effectivement, de rassembler, en fait, des données pertinentes. Et aussi, il y a un troisième aspect, c'est qu'on peut ajuster nos objectifs de modélisation par rapport aussi à la quantité de données qu'on a de disponibles. Parce que si, des fois, nos objectifs peuvent être complètement irréalistes par rapport à notre réalité terrain. Donc, si c'est le cas, on pourra faire tout ce qu'on veut du côté données, on va jamais être capable d'atteindre les objectifs. Donc, on peut aussi ajuster c'est quoi on veut atteindre avec notre exercice de modélisation pour s'adapter aux contraintes concernant les données. Merci, Loïse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du côté de la salle. Sinon, on a une question en ligne. Donc, en ligne, nous avons une question d'Ethnics Michel, qui d'ailleurs vous remercie pour la présentation. Bon, Ethnics a en réalité posé deux questions. Je dis, vous avez mentionné que les modèles des systèmes énergétiques sont avant tout des représentations mathématiques. Dans ce contexte, quel est réellement le niveau d'implication de la régulation de l'énergie dans son sens juridique, institutionnel et tarifaire à l'intérieur de ces modèles? C'est une question formidable et on va la traiter un peu plus tard, mais je vais quand même donner des éléments de réponse. C'est en fait là tout le défi. On doit traduire ces aspects-là avec des équations. On s'entend, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, c'est pas ce qui paraît le plus évident. Mais pour donner un exemple simple, quand on parle, par exemple, une augmentation maximum de 2 degrés à l'échelle planétaire, dans un modèle, ça veut dire quoi? Si je modélise, par exemple, pour le Canada, je peux pas mettre directement cette règle-là. Donc, il faut que je trouve une façon de la traduire. Un exemple de traduction de cette règle, c'est les fameux budgets carbone. On estime que augmenter de 2 degrés, ça représente tant de GES à l'échelle globale. Et ensuite, on fait une répartition en fonction des pays. Et donc, tel pays a tel budget carbone. Donc ça, c'est un exemple de traduction. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Mais c'est une façon de pouvoir avancer, de pouvoir continuer à travailler. Les règles juridiques, tout ce qui est réglementation, c'est des textes, ce sont pas des équations dans la plupart des cas. Donc ça encore, c'est du travail à faire pour être capable de traduire ces textes-là, ces règles, ces normes, etc., sous une forme qu'un modèle peut traiter, donc en fait sous une forme d'équation ou d'inéquation. Mais en fait, ça démontre beaucoup le fait que dans bien des cas, on pense que c'est développer le modèle ou du moins utiliser le modèle qui est complexe. Généralement, non. C'est tout le travail de préparation avant pour alimenter le modèle. Donc, trouver les données, émettre ces hypothèses-là, les formuler pour traduire le monde réel en monde mathématique, entre guillemets, pour ensuite faire rouler le modèle. Donc, voilà. On a une deuxième question de l'Autriche. Donc, je propose que ça soit la dernière question, puis après, je reprendrai la présentation pour être capable de gérer le temps.
Donc, Pas de j'écoute. souci. Dans le cadre réglementaire, qualification, concession, obligation de services publics, TPA, TPS, normes techniques, subventions, etc., peuvent-ils être directement intégrés dans un nouvel système énergétique? J'ai pas bien compris. Je pense que ça vient de mon casque. Attendez une seconde. Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, sans problème. En fait, la question, c'est plus dans les cadres réglementaires, si on va dans la qualification, concession, et aussi dans les contrats d'achat d'électricité à long terme. Et ils aimeraient savoir s'ils peuvent être directement intégrés dans un modèle de système énergétique. Directement, non, mais indirectement, oui. Donc, c'est un peu le même principe des hypothèses que j'ai mentionnées. Est-ce qu'on m'entend toujours bien vu que j'ai changé de micro aussi? Parfait. Donc, directement, comme je disais, pas tout à fait. Indirectement, oui. Il y a des façons de modéliser ça pour les prendre en compte. Donc, il y a différentes approches. On peut ne pas considérer les contrats en tant que tels et simplement faire utiliser des modèles d'expansion de capacité, donc voir c'est quoi les besoins qu'on a besoin en termes d'énergie, puis après on va se gérer les différents contrats. Mais il serait possible aussi de dire, OK, ben ça, c'est des contrats que je connais qui s'en viennent. Je veux déjà les inclure et voir les impacts que ça a sur mon système, puis faire ma planification ou faire mon calcul avec ça. Donc oui, c'est tout à fait possible de les inclure. On fait le groupe, on peut continuer. Il y a d'autres questions, mais on les prendra à la fin. Parfait. Donc voilà, donc on va continuer. Merci d'ailleurs pour toutes vos questions, puis on va pouvoir en échanger encore de nouveau à la fin. Donc là, on va repartir un peu sur du vocabulaire. Donc les vocabulaires autour de la modélisation énergétique et des systèmes énergétiques en particulier. Donc on a différents aspects pour décrire ou différents éléments pour décrire un modèle, notamment autour du focus ou du point de concentration du modèle. Est-ce que c'est un modèle plus économique, plus technique et n'importe quel élément au milieu de ces deux extrêmes? La direction du modèle, est-ce que c'est un modèle ascendant? Donc, ça veut dire qu'il va partir de la description de base très détaillée pour remonter dans j'ai envie de dire le zoom ou pour dézoomer, entre guillemets, ou un modèle descendant où c'est vraiment plus le système global qui va ensuite être capable de nous aider à déduire des éléments un peu plus détaillés dans le système. Le mode d'évaluation, est-ce qu'on parle plus de simulation, d'optimisation, puis il y a quelques autres nuances qu'on va voir un petit peu plus tard. Le type de représentation aussi, est-ce que c'est un système un peu plus intégré ou plus basé sur des agents? Le type de couverture, est-ce que c'est plus ciblé ou systémique? Donc, on a aussi le côté champ d'application. Est-ce que c'est des modèles sectoriels, un peu comme l'image où j'ai montré où on avait différents pictogrammes. Est-ce que c'était sectoriel, sur des technologies? Est-ce que c'est plus au niveau système? Le type d'entrée aussi que le modèle va prendre, demande en service énergétique, variation des prix, consommation, niveau de consommation, type stock des technologies ou parc des technologies, le type de sortie aussi de ces modèles, consommation d'énergie, niveau d'émissions de gaz à effet de serre, nombre d'emplois, impact sur le système économique, impact sur les environnementaux, autres que les GES. Donc ça, c'est tous différents éléments. Donc, quelques commentaires sur les différents points qu'on a vus. Donc, pour l'aspect, le focus du modèle, donc est-ce que c'est un modèle plus technique, donc, qui va se concentrer sur les mécanismes physiques et technologiques? Est-ce que c'est des modèles plus économiques qui vont vraiment être concentrés sur les relations monétaires, les prix, salaires, etc. Et l'entre-deux, les modèles techno-économiques qui sont très répandus, intégration des technologies des relations monétaires. Donc, on fait les deux. Donc, pour commenter les modèles ascendants-descendants, donc sur la gauche, on a un exemple de maison dans lequel on va avoir modélisé tout le système de chauffage, qui est illustré un petit peu en jaune. Là, donc, c'est un modèle plutôt ascendant. Donc, on va décrire de manière détaillée chaque élément technologique dans ce système, qui sont numérotés de 1 à 7. Et à droite, on a un modèle vraiment plus économique. Ça, c'est un truc
c'est un modèle sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années où, en fait, que j'ai développé. Le but, c'était d'estimer les impacts économiques du développement de systèmes de production d'énergie renouvelable. Donc, typiquement, un parc éolien, un parc solaire, des technologies de ce type. Et l'idée, c'était d'évaluer l'impact économique, que ce soit en termes des flux, genre, par exemple, en produit intérieur brut, mais aussi en termes d'emploi. Un tel modèle est un modèle descendant parce qu'on utilise en fait les matrices de flux économiques pour les régions. Donc là, dans ce cas-là, c'était développé pour le Canada et les différentes provinces canadiennes. Et donc, on utilise les matrices de flux économiques avec en fait assez peu de description de la technologie en tant que telle, à part certains paramètres économiques de ces technologies-là. Donc, commentaire sur l'évaluation du modèle, on a mentionné simulation-optimisation. Donc, la simulation, c'est prend à l'entrée du modèle à un moment donné et fait évoluer les variables au fil du temps sur les relations et les hypothèses qu'on a décrites dans notre modèle. Tandis que l'optimisation cherche à trouver la solution optimale selon un critère spécifique. Donc, ça peut être une optimisation, une minimisation, typiquement une minimisation des coûts globaux, ou ça peut être une maximisation aussi, maximisation d'une certaine ressource, par exemple. Il peut y avoir aussi l'approche de l'évaluation, qui est en fait une opération en une étape pour résoudre une équation, très rarement appliquée quand on fait un modèle de système énergétique dû à la complexité des modèles. Où il y a l'approche aussi, on cherche à faire un équilibrage, mais je vois que j'ai pas traduit, c'est pas grave, où on cherche à faire un équilibrage sous certaines de l'approvisionnement de la demande sous certaines contraintes. Donc, c'est typiquement un peu l'approche qu'on vise dans les modèles économiques, les fameux modèles d'équilibre généraux. Les éléments de représentation du modèle, donc j'ai mentionné intégré ou basé avec les agents. Donc, quand on parle d'intégrer, donc on parle de décisions qui vont être prises à l'échelle du modèle, donc au niveau de le nombre de flottes à déployer, le service énergétique livré, la représentation ou la description de la réalité qu'on évalue. Par exemple, ici, il y a l'exemple d'une ville on va pas représenter chaque bâtiment de la ville comme étant capable de prendre une décision individuellement. On va typiquement faire des catégories de bâtiments qui ont des critères jugés similaires. Ou il y a les modèles basés sur des agents, où là, on va simuler des interactions puis des prises de décision entre différents agents. Si on reprend l'exemple de la ville, mais plutôt que de faire quelques catégories de bâtiments aux critères similaires pour représenter la ville, ben là, on pourrait garder peut-être des groupes un peu plus détaillés ou un plus large nombre de groupes, et puis chacun de ces groupes pourrait prendre des décisions indépendamment entre eux. Enfin, pas complètement indépendamment, mais leurs propres décisions. Je vais dire ça comme ça. Et la couverture du modèle, donc on peut parler de couverture géographique, locale. Ça peut être aussi flou comme terme. Mais local, ça peut être, est-ce que je regarde juste pour mon quartier, pour ma ville, pour ma province, pour mon État, pour mon continent, régional ou national. Donc, ça peut être aussi une approche sectorielle ou systémique et basée sur des ressources d'énergie uniques ou incluant des nombreuses sources dans le système. Donc, ça veut dire, est-ce que je me concentre sur seulement le système d'électricité ou est-ce que je regarde toutes les formes d'énergie dans mon système énergétique? Donc, un peu comment on sélectionne le modèle à utiliser? C'est en se posant un certain nombre de questions. Par exemple, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon problème auquel je veux apporter des réponses? Et avec quel niveau de précision? Est-ce que c'est quelque chose que je vais avoir grosso modo les ordres de grandeur? Est-ce que je veux pouvoir identifier des jalons clairs en termes de temps? Est-ce que je veux pouvoir aller quand même assez précisément dans
pour du design de politique publique, j'ai besoin de savoir c'est quoi les objectifs que je veux, les différents jalons que je veux atteindre sur, je sais pas moi, une horizon de 10 ans. Combien d'efforts aussi je suis prêt à consacrer à cet exercice de modélisation? Parce que certains types de calculs au dos d'une feuille, ça peut être un effort de modélisation. Par contre, le niveau de précision, on s'entend, va être très limité. Est-ce que j'ai une équipe de 150 personnes avec un budget de je sais pas combien de millions? Et là, bon, ben, clairement, on part sur une autre échelle, sur une autre capacité. On peut viser d'autres types de niveaux de précision dans nos résultats. Puis, quelle information aussi on connaît a priori? Pardon. Ça revient à la question sur les données. Des fois, ben, on n'a pas beaucoup d'informations. Ben, il faut ajuster ce qu'on souhaite faire parce que ben, on n'a pas beaucoup d'informations. Et on n'a pas beaucoup de leviers pour améliorer cette situation-là aussi parfois. Donc, quelques commentaires sur des modèles qui existent. Donc, je sais que dans mon plan, j'avais dit internationaux et Caraïbes. En vrai, c'est mélanger les deux. C'est plus des modèles utilisés, on va dire, à l'échelle internationale. Le premier modèle, c'est le modèle Times, qui est très répandu. Dans bien des cas, les pays, en fait, se l'approprient puis vont l'adapter à leur propre contexte. Donc, c'est un modèle qui a été initialement conçu par l'Agence internationale de l'énergie, dont le but est de minimiser le coût global pour fournir des services énergétiques donnés. Et, il y a un petit bout d'information qui est parti, mais l'approche de modélisation, en fait, c'est un système, c'est un modèle techno-économique qui Désolée. Donc, c'est un modèle techno-économique qui fait de l'optimisation. Et comme on peut le voir à l'image, même si je me doute que c'est pas complètement lisible, donc on a un certain nombre d'informations qui sont exogènes au modèle, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Il y a des informations qu'il faut donner au modèle, puis il y a des informations qu'il est capable de produire à travers son système mathématique. Donc, dans ce cas-là, les prix de l'énergie, par exemple, sont des informations à donner, mais aussi les vecteurs de demande. Donc, et en général, pour être capable de générer les vecteurs de demande, on se base sur l'évolution de la démographie pour estimer, j'aurais besoin de combien en termes de bâtiments, de surface de logement, en termes d'éclairage, en termes d'électricité. Donc, dans ce cas-là, c'est exogène au modèle. Et ce modèle-là est capable de générer, combien de capacités il faut installer pour différents types d'énergie, c'est quoi les coûts, quelles vont être les émissions de gaz à effet de serre et différents flux énergétiques. Ça, ce sont des exemples de ce que ça peut générer comme information. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même majeur, c'est que la demande en service énergétique est exogène. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de la générer, cette demande, de l'estimer. Et ça, encore une fois, c'est une autre forme de modélisation, puisque c'est une estimation de demandes futures. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles vont être réellement. Et donc, on doit mettre un certain nombre d'hypothèses pour dire, OK, ça va être ça ma demande. Je l'inclus dans mon modèle, puis mon modèle est capable de connecter, en fait, les intrants, les flux énergétiques et les flux économiques. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'essaye de me débarrasser du pointeur, mais ça bug, donc on va garder le pointeur. Donc ça, un deuxième modèle, le GCAM, qui a été conçu par le laboratoire Pacific Northwest National Laboratory, qui est placé aux États-Unis. Dans ce modèle-là, ce qu'il cherche à faire, c'est de représenter le comportement et les interactions entre les 5 systèmes qui décrivent comme étant le système énergétique, le système eau, le système agriculture, le système utilisation des terres, économique et le climat. Ça peut être une séparation un peu bizarre, mais c'est comme ça ils ont séparé les différents systèmes. Et ce qu'ils utilisent dans ce modèle-là, c'est en fait une simulation du système. Donc, on n'est pas dans de l'optimisation.
Je rappelle, optimisation, c'est on minimise ou on maximise quelque chose. Simulation, c'est qu'on décrit les relations entre les choses, on décrit les conditions de départ, on ajoute le perturbateur et on regarde comment notre système évolue. Donc, utiliser les modèles au service de la décarbonation. Donc, élément essentiel, le développement d'hypothèses et de scénarios. Donc, un scénario sert à comprendre ou du moins à décrire ce qui est testé. Qu'est-ce que je veux tester? Et c'est en comparant mes scénarios que je suis capable de mesurer les effets internes. C'est rare que les résultats de modélisation vont être utilisés en absolu, parce que les chiffres, en réalité, dans un exercice de modélisation, ne veut pas nécessairement dire grand-chose en termes de chiffres tout seul ou de nombres tout seul. Ce qui est intéressant souvent, c'est les ordres de grandeur, les tendances. C'est ça qui va nous permettre, qui va être utile, ce sont les éléments qui vont être utiles pour être capable de faire des analyses par la suite et de prendre des décisions. Donc c'est vraiment une étape critique qu'il faut pas bâcler quand on fait du développement de politique publique, ou même quand on fait de la planification. Par exemple, je suis un service d'utilité publique d'électricité, puis là, je veux planifier un peu comment je vais faire mes développements, etc. C'est rare que je vais faire juste un exercice de modélisation, puis c'est fini. Souvent, je vais tester plusieurs scénarios. Est-ce que je dois tester un changement au niveau des politiques, au niveau de la réglementation? En ce moment, on peut faire le scénario de référence, donc c'est comment les choses sont actuellement, mais je sais qu'il y a des discussions au niveau du gouvernement pour mettre, je sais pas moi, un niveau de performance sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ça impliquerait que ça me coûte plus cher, soit un règlement sur les émissions ou à la limite un marché carbone, comme on me l'a mentionné un peu plus tôt. Mais sachant que ça s'en vient, mais moi je peux intégrer ça dans un de mes scénarios pour évaluer si ça change le type de technologie que les scénarios proposent dans mon mix énergétique ou dans mon mix de capacité, par exemple. Donc c'est très très important les scénarios. Juste ici, c'était simplement pour donner un exemple où on a une étude qui a été réalisée par la Fondation David Suzuki et qui décrit 3 de ces scénarios. Donc, le BAU, Business as Usual, c'est le scénario de référence. Donc, ça, c'est celui qui colle le plus à, ça, c'est notre réalité actuelle et on estime qu'il y a à peu près pas grand-chose d'autre qui va changer. Ensuite, on a 2 autres scénarios, 0 plus et 0. Et on voit en bas, ici, qu'en fait, dans leur cas, ils ont imposé des contraintes sur la technologie nucléaire. Dans les 2 cas, il n'y a pas de renouvellement du nucléaire. Une fois arrivé en fin de vie, il est décommissionné, il est fermé. Donc, il n'y a pas de renouvellement. Ça, c'est intéressant parce que, c'est dans un exemple peut-être un peu plus loin, parce que ça peut avoir les hypothèses qu'on met dans nos scénarios ont un impact majeur sur les résultats qu'on a, peuvent avoir un impact majeur sur les résultats qu'on obtient. Et quand ça bouge pas beaucoup, alors qu'on change certaines hypothèses sur une même thématique, là, ça veut dire qu'on vient d'identifier soit un problème dans notre modèle, soit un endroit où la tendance est robuste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sensible à des variations raisonnables sur l'hypothèse. Donc, les hypothèses, j'ai commenté un petit peu les hypothèses tout à l'heure quand on m'a posé la question sur comment représenter les contraintes juridiques, réglementaires, économiques dans les modèles. Donc, on émet des hypothèses. On peut formuler des hypothèses directes qui correspondent directement aux données d'entrée. Par exemple, combien il y a de population? Il y a je sais pas moi, 3 millions. 3 millions, c'est un chiffre. C'est traduisible. En fait, on n'a pas besoin de le traduire. Ça peut être entré tel quel dans le modèle. Par contre, quand on parle d'hypothèses un peu moins directement, il y a des hypothèses qu'on peut pas directement mettre dans un modèle. Là, c'est typiquement les réglementations ou les préférences des consommateurs, les programmes de subvention, par exemple. Les contraintes sur les émissions de GES, des fois, il faut les traduire d'une certaine façon.
préférence des consommateurs. Mettons un exemple. Si je veux comparer la performance entre un système de transport public et le déplacement avec un véhicule personnel, mais je veux pouvoir intégrer dans cette comparaison, dans cette analyse-là, le temps de trajet, mais aussi le temps passé dans les embouteillages, par exemple. Comment je traduis ça, le temps passé dans les embouteillages? C'est pas facile à traduire dans un modèle. Ensuite vient l'interprétation des résultats. Donc, on a travaillé beaucoup, mettons qu'on n'est pas modélisateur. On a travaillé beaucoup sur les hypothèses. On a parlé avec une équipe qui est modélisatrice, qui est capable de faire l'aspect technique. Donc, ils nous ont accompagnés pour le développement de nos hypothèses. Et maintenant, et d'ailleurs, même si on est modélisateur aussi, on doit beaucoup faire ce travail-là pour comment je traduis les hypothèses. D'autant plus si je travaille avec des gens qui, eux, sont pas modélisateurs, ils vont venir avec plein d'affaires et là, moi, je dois les aider à dire, ben oui, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Tester aussi, bon, mais ça, je propose de le traduire comme ça ou comme ça. Et là, on peut se rendre compte que, ben, selon l'intention qu'il y a derrière, ben, peut-être qu'il y a une option qui est mieux que l'autre. Parce que ça a beau être une description mathématique, les modèles, ça reste empreint du système de croyance de l'équipe ou du groupe qui développe le modèle. Pourquoi? Parce que comme on développe des hypothèses, donc il faut faire des choix pour faire ces traductions-là de ces hypothèses, mais c'est teinté d'une manière ou d'une autre par notre système de valeurs. Donc, les résultats, ce qui est important quand on veut être capable d'utiliser des résultats, c'est qu'il faut avoir un sens critique vis-à-vis de ces résultats. Qu'est-ce qu'on a inclus dans notre modèle versus qu'est-ce qu'on a laissé de côté par rapport à notre question d'intérêt? Est-ce qu'on a la bonne question d'intérêt pour répondre à notre problème? Est-ce qu'on a omis des informations essentielles? Et quelles sont les limites de ces résultats-là, tant quantitatifs que qualitatifs? Des fois, je me rappelle quand j'étais étudiante, des fois on fait des calculs avec je sais pas combien de chiffres derrière la virgule, mais c'est pas comme si notre élément de mesure est réellement précis à ce niveau-là, par exemple. Donc ça n'a pas de sens de mettre 6 chiffres derrière la virgule alors que notre appareil de mesure, par exemple, a une précision à un chiffre après la virgule. Donc ça, c'est des exemples de pertinence ou non de certains niveaux de précision. Donc là, c'est encore un exemple en lien avec l'étude commandée par la Fondation David Suzuki, où j'avais identifié qu'il y avait 2 scénarios et dans leur scénario, ils ne permettaient pas le renouvellement du nucléaire et les résultats le montrent clairement, puisqu'on voit que le nucléaire en violet, encore une fois, je suis désolée, la couleur est pas si visible que ça, je me rends compte. Donc, on a ici en violet, on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, le nucléaire disparaît complètement du mix énergétique. Ça, c'est à l'échelle canadienne que cette étude a été faite. Donc, on se rend compte que le nucléaire disparaît complètement du mix énergétique. Si on ne connaît pas les hypothèses, c'est difficile d'interpréter un tel résultat. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de se poser la question sur les hypothèses de nos modèles. Un autre exemple que j'aime bien, qui est toujours, en fait, qui compare différents exercices de modélisation du système énergétique canadien pour la décarbonation, donc pour la carboneutralité à l'horizon 2050. Et dans ce cas-là, on voit en fait les différentes lignes que vous voyez, c'est les capacités, l'énergie générée selon différentes technologies. Donc en orange, on a l'éolien, en bleu clair, c'est l'hydroélectricité, et puis plein d'autres technologies en bas. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on voit certaines tendances. On peut se rendre compte qu'il y a des choses, que quelle que soit l'étude qui est présentée ici, ben, on va voir à peu près la même tendance. Prenons le cas de l'éolien, donc la ligne orange. Dans les 3 études, mais en fait, dans les 4 études, quelque chose qui permet de quasiment faire une affirmation, il y aura de la croissance au niveau de la production d'énergie éolienne. Ça, c'est clair. Par contre, est-ce que c'est 200 watts, 200 TWh, ou est-ce que c'est 400 TWh? Bon, ça répond pas à cette question-là.
tout de même, on voit qu'il y a un comportement très différent ici. Ben ça, c'est la fameuse étude commandée par la Fondation Suzuki, David Suzuki, parce qu'ils supprimaient, ils empêchaient, en fait, ils enlevaient du mix énergétique une certaine technologie, ben c'est d'autres technologies qui sont proposées en alternative. Donc, c'est pour ça que le comportement est quand même sensiblement différent des tendances qu'on observe sur les 3 autres études. Donc, c'est juste simplement pour souligner l'importance de comprendre et d'identifier assez clairement les hypothèses, quel que soit qu'on soit développeur de modèles ou utilisateur ou simplement utilisateur des modèles. Donc, quelques commentaires sur l'utilisation de la modélisation quand on travaille sur mener à bien à l'atteinte de la carboneutralité ou de la décarbonation. Donc, en amont, typiquement, c'est là où je dirais, les universitaires interviennent. Parce que quand on fait de la recherche, on a un petit peu de chance, dans le sens que on a des contraintes économiques moins fortes, des contraintes politiques moins fortes. Donc, on peut se permettre d'explorer un petit peu plus les questions, de tenter des scénarios, des fois, qui peuvent être considérés comme peu réalistes. Mais ça nous permet, ça alimente souvent la réflexion de faire des explorations plus larges comme ça. Donc, c'est à l'étape à laquelle on étend nos horizons. Ça peut aider aussi à identifier les principales barrières qu'on peut rencontrer dans ces tentatives d'identification de trajectoire. C'est aussi un outil utile pour initier et entretenir, alimenter des discussions entre différentes parties prenantes. Ça permet de tester aussi la sensibilité de certaines hypothèses d'entrée. Ça permet aussi d'identifier les tendances fortes, comme dans mon exemple avec le système l'énergie éolienne. Sur 4 études réalisées par 4 groupes différents, avec c'est pas 4 modèles, mais 3 modèles différents, parce que dans un cas, c'est les mêmes modèles. Donc, 3 modèles différents donnent le même type de tendance. Donc, ça permet d'avoir confiance dans cette tendance-là. Et ça permet aussi d'identifier un peu un chemin sur, OK, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse en plus? Dans quoi il faut que j'aille creuser un peu en plus? Et dans quelle direction il faut que j'aille? Ça, c'est un exemple d'exercice exploratoire. Donc ça, c'est dans le cadre canadien où le ministère a essayé d'explorer un peu les différentes voies possibles de décarbonation et c'est traduit en range, en range de possibilités des émissions pour les différents secteurs. Donc, on a le secteur de l'agriculture, par exemple, ou encore l'industrie. Puis là, c'est un peu une bande supérieure, inférieure, entre lesquelles pourraient varier les émissions selon les décisions qui sont prises, selon les actions qui sont mises en place. Donc aussi, on appelle ça l'étape intermédiaire et c'est là que la plupart des parties prenantes vont utiliser la modélisation. C'est, OK, j'ai identifié mon problème relativement clairement, même s'il est peut-être pas encore à l'étape d'être traduit directement pour un modèle, pour faire de la modélisation, mais mon problème, lui, il est clair et je veux utiliser la modélisation pour identifier des solutions pratiques et réalisables. Mais là encore, c'est beaucoup le jugement humain, donc de l'analyste, qui vont permettre d'élaborer ce genre de solution complète. Ce que le modèle va faire, c'est il va pouvoir dire, OK, si c'est ça tes contraintes, voici les chemins possibles. Après, c'est à toi de te dire, OK, ce chemin-là est réellement possible ou pas, parce que je sais pas moi, par rapport aux contraintes de ressources autres que celles que j'ai incluses dans mon document, par rapport à mes contraintes, par exemple, d'acceptabilité sociale, etc. C'est aussi
à une étape aussi qui nous permet de faire le tri, parce qu'il y a tellement de chemins possibles, à un moment donné, pour pouvoir avancer, il faut s'en sélectionner quelques-uns. Ça permet aussi de rentrer un petit peu plus dans les détails de notre analyse. Il faut pas oublier aussi de faire le lien entre ma modélisation et la réalité, parce que des fois, on dit, le modèle dit, OK, ben c'est ça qu'il faut faire, sauf que réaliste, c'est très peu probable. Récemment, il y avait un exercice de modélisation qui, pour le Québec, la province du Québec, sortait beaucoup de nucléaire. Sauf que la province du Québec a fermé sa dernière centrale nucléaire en 2015, je crois. Donc, régénérer du nucléaire dans une province où il y a beaucoup d'autres types de ressources, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est réaliste? Je ne veux pas dire que c'est impossible, hein, mais c'est des questions, ça soulève ces questions-là. Puis, c'est un travail qui se fait sous forme, sous itération. Un élément à retenir aussi à ces étapes-là, le but en général, quand on fait de la modélisation, comme j'ai dit plein de fois, représentation de la réalité, donc pas la réalité. Quand on a un écart, mettons, on a tenté deux modèles différents, deux groupes de recherche différents, tenté de représenter la même chose. Et finalement, on constate qu'il y a un écart dans les résultats. Le problème, la question ou la discussion ne devrait pas porter sur « Ah ben c'est qui a raison ?» La discussion devrait être portée sur pourquoi il y a cet écart-là? Est-ce que ce sont des hypothèses? Est-ce que c'est la façon dont on a traduit certaines de nos hypothèses? Est-ce que c'est notre modèle, la structure même de notre modèle qui mène à ça? Est-ce que c'est si on a les mêmes jeux, est-ce qu'on a les mêmes jeux de données? Parfois, c'est les jeux de données d'entrée qui va poser ce problème-là. Donc, c'est plutôt le pourquoi que c'est qui a raison, qui a tort, qui est important quand on utilise les modèles. Donc, en aval, donc, une fois que, mettons, on a fait un premier exercice de modélisation, on a fait nos analyses, on a identifié nos trajectoires, que ça soit pour de la décarbonation, pour de l'expansion de systèmes électriques, énergétiques, quel soit le système qu'on a regardé. La modélisation, après cette étape-là, sert souvent à développer des indicateurs pour suivre notre trajectoire. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est au bon rythme? Donc, ça, c'est à ça que ça peut servir la modélisation en aval. Ça permet aussi de rapidement repérer, est-ce qu'on est un peu, peut-être finalement, on a dit que c'était ce qu'on voulait faire, mais on est peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure voie parce que quand on a été sur le terrain, on n'est vraiment pas capable de livrer à la vitesse qu'on voulait, par exemple. Ça permet aussi d'aller chercher des fois d'aider à développer et à concevoir des politiques qui vont permettre d'accélérer les choses ou de ralentir les choses qui ne sont pas souhaitables. Ça permet aussi d'intégrer des nouveaux éléments géopolitiques. Je pense que l'Europe a travaillé très, très, très fort quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, parce que ça a changé profondément les perspectives énergétiques dans cette zone-là. Donc, les éléments à retenir sur à quoi ça sert le modèle. Donc, en fait, un modèle, tente de représenter la réalité. Les étapes à suivre pour pouvoir utiliser ce modèle-là, c'est un gros travail sur définir les scénarios, rassembler les données. Ça sert à tester des politiques publiques, des approches, différents types de technologies, puis de contraintes sur ces technologies-là. Ça aide à faire les analyses. Donc, comment les politiques publiques que je souhaite développer se traduisent concrètement dans mon système? C'est quoi les impacts que ça peut avoir? Est-ce qu'il y a des impacts que je n'avais pas prévus, mais que mon système est capable de représenter? Ça aide à construire des indicateurs. Et bien sûr, tout ça est un processus itératif. Donc, j'arrive à la conclusion. Donc, le concept de neutralité carbone est vraiment, comme je l'ai mentionné, un concept global. Des fois, on voit des produits au supermarché qui marquaient carboneutre. Je sais pas moi, de la dinde en tranche marquée carboneutre. Bon, c'est très discutable parce que probablement, ça repose énormément sur de la compensation. Or, quand on parle de carboneutralité, en fait, il y a beaucoup de compensations qui ne sont plus valides puisque c'est tout le système qui doit être carboneutre. Donc, c'est vraiment
transformation majeure qu'on est en train de vivre dans notre société, qui est pilotée principalement par rapport aux efforts de ralentissement des changements climatiques qu'on veut faire, mais qui aura d'autres conséquences intéressantes pour les populations, comme je l'ai mentionné, amélioration de la qualité de vie, parce qu'il y a une amélioration de la qualité de l'air, réduction de la pollution sonore, une moins grande dépendance aux importations de carburants fossiles, donc une meilleure balance commerciale dans certains cas, une meilleure résilience aussi au niveau des services énergétiques. Donc ça, ce sont des aspects qui viennent avec toutes ces transformations-là. On parle aussi, la plupart des modèles se concentrent sur représenter la partie, comme j'ai mentionné, technologique, économique, et tentent aussi de représenter tous les autres aspects juridiques, réglementaires, etc. Mais il y a un aspect qui est un petit peu plus difficile à représenter, qui est le comportement humain. C'est pas facile à représenter parce que, en plus d'avoir le comportement individuel, mais il y a aussi le comportement est influencé par l'environnement. Donc, des fois, on a beaucoup cette discussion-là au Canada sur la sobriété énergétique. C'est important, la sobriété énergétique. Oui, mais si on n'a pas d'option, par exemple, tu me dis, il faut utiliser moins ta voiture, sauf qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Il n'y a pas j'ai rien d'autre que mon véhicule, j'habite loin, etc. Et selon la société en général, il faut travailler, etc. Donc, c'est difficile et j'ai envie de dire presque injuste de demander à quelqu'un dans un tel contexte de faire de la sobriété sur utiliser moins son véhicule s'il n'a aucune option. Donc, notre environnement aussi influence notre comportement. Bon, donc, la neutralité carbone ou la carboneutralité, c'est des changements profonds sur un horizon de temps relativement court, étant donné la profondeur des changements. Il y a des risques d'effets rebond. Donc, ça veut dire que des fois, on va faire une amélioration quelque part, puis ça va avoir un effet que c'était pas prévu. Un exemple assez commun de ça, l'amélioration des moteurs thermiques des voitures. Donc, une voiture individuelle consomme beaucoup moins d'énergie à masse égale qu'une voiture il y a, je sais pas, 20 ans, 15 ans. Par contre, deux tendances ont été observées. C'est que les voitures sont plus lourdes, donc masse supérieure à l'époque. Donc, ça fait que toute cette efficacité énergétique que j'avais gagnée, sur l'énergie totale consommée, c'est équivalent parce que mon véhicule pèse plus. Et plus de véhicules roulent sur les routes. Donc, en fait, on n'a rien gagné du tout en termes d'énergie absolue. Donc, c'est essentiellement ça les éléments. Autre aspect, donc c'est vraiment important de valider la consistance de notre approche en faisant des analyses de sensibilité. Donc, en testant, si je varie certaines de mes hypothèses un peu ou beaucoup, comment ça impacte mes résultats? Valider aussi la qualité des données. Il y a l'expression garbage in, garbage out. Donc, c'est-à-dire que si tes données sont par rapport à l'entrée, ton résultat ne peut pas être magiquement bien. Non, si ça vaut pas, ça tient pas la route à l'entrée, ça tiendra pas la route à la sortie. Il faut aussi, j'ai envie de dire, avoir une idée d'ordre de grandeur de à quoi devraient ressembler les résultats. L'intérêt du modèle, c'est qu'il va nous permettre de rentrer plus dans les détails, mais il faut quand même avoir une ordre de grandeur de à quoi ça peut ressembler. Puis faire attention à comment je traduis ma réalité avec des hypothèses directes ou indirectes dans mon modèle mathématique. Et quand je compare des modèles, le but n'est pas de savoir qui c'est qui a raison, mais pourquoi il y a une différence. Est-ce que ça vient des hypothèses? Est-ce que ça vient des données? Est-ce que ça vient de la structure de mon modèle? Enfin, quand on utilise un modèle, il faut être capable de les traduire à ce que ça signifie sur le terrain. Comment ça peut servir comment ça me sert à développer mes politiques publiques, à développer mes indicateurs et aussi comment ça m'aide à avancer dans ma préparation, dans mon développement de trajectoire, dans l'approfondissement des problèmes, des questions
comment détailler aussi mes solutions. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un grand merci à toi, Louis. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, j'entends. Ok, parfait. Un grand merci à toi. Nous, on a 4 ou 5 questions dans ce qui est une réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du côté de la salle. Selon le CDN 2021 de la République d'Haïti, l'inventaire du GIEC a reparti les émissions de gaz à effet de serre du secteur énergétique et le secteur du transport et celui des ménages est dominant. Donc, ma question, est-ce que, oui, est-ce que la modélisation de notre système énergétique doit avoir une conception particulière? Quelle approche adopter, modèle utilisé pour atteindre la voie vers la neutralité de carbone et respecter l'obligation carbone 2030 de l'accord de Paris? Merci. Effectivement, les secteurs que tu as mentionnés, ça, c'est relativement commun un peu partout. C'est des secteurs dominants dans les émissions. Et puis, selon les endroits, des fois, tu as l'industrie qui peut être qui peut peser lourd. Quand encore une fois, comme j'ai un peu les mentionné, les modèles qu'on va utiliser vont dépendre de beaucoup de paramètres. Premier paramètre, c'est quoi ma question? Parce que atteindre la neutralité carbone, c'est quand même assez large. Donc là, ça, c'est comme la grosse question, mais après, il faut décliner ça sous quelques sous-questions pour être capable d'aller chercher les bons outils. Un deuxième élément de réponse, c'est que, bon, des fois, on a un certain nombre de ressources limitées. Si on n'a pas une équipe, justement, 3-4 équipes universitaires qui travaillent pour nous pour développer des modèles, etc., bon, peut-être que plutôt que de partir à zéro puis de développer tout un modèle, je peux partir sur des modèles existants. Comme je l'ai mentionné, le Times, par exemple, c'est un modèle où on peut accéder à la structure et c'est un modèle qui a été repris par différents pays, adapté à leur contexte pour devenir leur propre outil, en fait. Et donc, c'est l'outil qu'ils utilisent pour représenter leur propre réalité. Donc, ça aussi, ça existe. Des fois, tu as des systèmes payants, souvent c'est exorbitant, mais tu as aussi des modèles de données ouverts. Et donc là, toute la documentation du modèle est accessible publiquement, tout le code du modèle est accessible publiquement. Donc là, clairement, il faut un groupe de personnes ayant la compétence, mais tout de suite, l'abordabilité est vraiment plus présente. Parce qu'au lieu de devoir passer des années à faire ton développement, peut-être là, tu peux avoir un horizon de 1 an, 2 ans, faire la prise en main, faire l'adaptation à ta réalité et commencer à générer des résultats. Donc, je vais m'arrêter là pour les éléments de réponse. Mais peut-être un troisième élément de réponse, encore une fois, c'est, par exemple, si on prend un modèle qui va faire de l'optimisation, donc minimiser quelque chose, typiquement les coûts du système. Les coûts du système ou les coûts pour les individus, on peut décider de changer le point de vue, ça dépend. Un modèle d'optimisation va te dire, OK, si tu veux répondre à cette demande-là, par exemple, chaque habitant, intensité énergétique, moi, je sais pas, là, pour l'éclairage, c'est tant, pour la cuisine, c'est tant, pour le refroidissement, c'est tant. Pour répondre à ça, il va te trouver le chemin technologique le moins cher, celui qui minimise les coûts. Ce chemin technologique, après, c'est au niveau de l'analyste qui va te dire, OK, oui, c'est réaliste parce que c'est des technologies qui sont abordables, c'est des technologies auxquelles je peux accéder, etc. Ou c'est pas vraiment réaliste parce que en réalité, bien que les coûts internationaux sont intéressants, mais moi j'ai des contraintes qui font que je vais pas pouvoir accéder à ces technologies-là. Donc, soit tu l'inclus dans ton modèle, soit tu l'as pas inclus, mais du coup c'est dans ta post-analyse que tu vas faire cette analyse-là. Dans les modèles de simulation, la différence, c'est plutôt, OK, j'ai mes objectifs de politique publique ou je sais pas moi. Si on prend un exemple de ce que j'avais pris pour la Jamaïque, je veux que 75% de mes chauffe-eau
soit solaire. Bon, ben ça, c'est mon objectif de politique publique. Et maintenant, il faut que je peux faire de la modélisation pour comprendre, ben ça va être, mon déploiement va ressembler à quoi dans le temps, par exemple. Donc, je sais que je suis restée à assez haut niveau, mais j'ai fait la blague du mandat de 3 ans, mais c'est vraiment beaucoup de travail que d'identifier les besoins, formuler le problème, trouver les outils, éventuellement les développer pour être capable d'arriver à des résultats. Merci Aloïse pour les éléments de réponse. Je vais prendre une question qu'on a en ligne. En fait, on a pas mal de questions en ligne. Bon, c'est un participant anonyme qui souhaiterait savoir, dans le cadre de la carboneutralité d'ici 2050, est-ce que les exigences sont les mêmes pour les pays développés, majoritairement plus polluants, et les pays en voie de développement, majoritairement moins polluants? Alors, ça, c'est un élément de discussion qui ne finira jamais, je pense. Mais comme je l'ai mentionné, la réponse simple est non. Parce que, premièrement, c'est pas tout le monde, en fait, qui vise 2050. C'est surtout les pays, justement, les plus développés et les plus émetteurs. On a la Chine, par exemple, qui jusqu'à récemment ne visait même pas 2050, mais 2060. Mais je crois que ça a changé récemment. La Chine est un exemple intéressant parce que c'est pas considéré comme un pays riche, mais c'est un pays qui a un énorme poids économique au niveau international. Et c'est un pays qui, malgré son très haut niveau d'émissions, c'est le pays le plus agressif dans la mise en œuvre de mesures pour la décarbonation, notamment au niveau de l'électrification. Le mix énergétique électrique canadien stagne depuis à peu près 30 ans. Le mix énergétique chinois je pense que la part d'électricité a triplé au cours des 30 dernières années. Donc, pour revenir à la question de départ, non, les objectifs et les horizons de temps ne sont pas les mêmes selon les territoires parce que il y a cet historique qui pèse. C'est pas tous les pays qui émettent depuis la même durée de temps. C'est pas les mêmes quantités qui sont émises, même actuellement aussi. Et c'est pas les mêmes contraintes et moyens. Quand on peut pas demander à un territoire insulaire d'avoir le même agenda que, je sais pas moi, un pays comme le Royaume-Uni. Ça, c'est complètement irréaliste et complètement inéquitable aussi de demander quelque chose comme ça. C'est pour ça que les événements comme la COP qui a lieu annuellement, bien que des fois on a l'impression que c'est surtout une mise en scène théâtrale, ça reste des événements utiles parce que des différents points clés pour répondre à ces enjeux-là sont discutés. Comment on finance ces transformations-là quand on sait que certains pays sont vraiment dominants sur les émissions face à des pays qui ont à peu près pas contribué, mais qui vont avoir d'énormes impacts. Donc ça, c'est des questions qui continuent à être discutées. Et la réponse simple, c'est non, c'est pas les mêmes attentes. Merci. Je vais continuer avec une question un peu similaire, mais qui pourrait impliquer un peu plus de précision. Après, on prendra d'autres questions s'il y en a dans la salle. Bon, la question de la démarche de l'IDALIEL, de la démarche de la modélisation, est-ce qu'il existe un modèle qui s'adapte mieux aux pays en voie de développement? Sinon, quelle technique on peut employer lorsqu'on veut choisir un modèle? Oui, je pense que malheureusement, j'en ai pas à citer comme ça. Je sais que par exemple, en Jamaïque, ils ont utilisé le modèle LEAP, L-E-A-P, pour faire leur propre modélisation, mais je pense que ça, c'est un modèle vraiment plus axé sur la dimension climatique. Mais oui, il y a quelques modèles qui existent qui vont être plus adaptés aussi en préparation de la présentation aujourd'hui. J'ai rapidement survolé un article scientifique qui présentait un modèle open source, donc un modèle ouvert à tous, spécifiquement sur, je pense que c'était la Barbade, sur la Barbade et modélisation technico-économique avec les enjeux d'émissions et tout ça, de la Barbade. Donc oui, il y a déjà des travaux qui existent. Il y a donc
Dans certains cas, c'est des modèles qui ont été développés spécifiquement pour ces régions-là, mais dans d'autres cas, c'est des gros modèles génériques, entre guillemets, qui vont être travaillés pour les adapter au contexte insulaire, au contexte de la Caraïbe ou ailleurs, insulaire ailleurs dans le monde. Parce que c'est vrai que c'est pas, on n'a pas les mêmes enjeux. Par exemple, si on parle d'importation, souvent les échelles d'importation pour un pays, un État insulaire, dans le secteur énergétique, vont être très différents de un pays comme le Canada qui a énormément de ressources, par exemple. Les contraintes aussi, les tailles des réseaux aussi, ça va être différent. Là, dans les modélisations techno-économiques, on voit pas nécessairement la dynamique de réseau, mais si on fait de la modélisation de dynamique de réseau, ça aussi, c'est très, très différent si on parle d'un réseau insulaire comparé à un réseau continental, par exemple. Donc oui, il y a des outils qui existent. Pour les choisir, ben, c'est un petit peu la méthode que j'ai présentée, c'est-à-dire on définit notre problème, on définit notre question, donc le pourquoi, c'est quoi les objectifs, on regarde aussi c'est quoi nos contraintes en termes de données et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut identifier la trajectoire techno-économique optimale? Est-ce qu'au contraire, on a déjà des idées de politique publique, on veut juste voir comment notre système va évoluer par rapport à ça? Donc ça, c'est les questions auxquelles on répond. Et là, ça va nous permettre de savoir c'est quoi les caractéristiques que notre modèle doit avoir. Et on peut aller chercher ensuite les modèles marchandés, entre guillemets, les modèles qui répondent à ces caractéristiques-là. Donc, on a encore 3 autres questions, Héloïse. La première question de Freud, Francis. Il souhaiterait savoir quelles données minimales sont nécessaires pour commencer à modéliser la décarbonisation dans un pays à faible capacité statistique. Données minimales. Bonne question. Souvent, il faut au moins quand même les données au niveau de la production existante, au moins la production centralisée, d'énergie, donc pas juste électricité, je dirais d'énergie d'une manière générale, donc ce qu'on consomme, ce qu'on importe en termes d'énergie aussi. Puis de l'information sur tous les différents réseaux, est-ce qu'il y a des réseaux autres que le réseau d'électricité, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Si on est capable d'aller taper dans les données distribuées, parce que par exemple en Guadeloupe, je sais qu'on a beaucoup de photovoltaïques distribués, donc c'est pas connecté au réseau, mais c'est quand même des formes de concentration, d'utilisation d'énergie. Puis il y a des batteries aussi. Ça fait partie c'est des exemples de données essentielles. La liste est plus longue pour les données de base et elle peut être interminable si on a un temps interminable et des ressources interminables. C'est, comme je l'ai mentionné, à défaut d'avoir les données exactes, il existe des organisations qui font j'ai envie de dire, qui génèrent des jeux de données basés sur des estimations, des fois terrain, plus un certain nombre d'analyses statistiques. Par exemple, les banques mondiales, ce genre de trucs, ce genre d'organisations ont des jeux de données qui peuvent être utiles. Notamment, ça va être plutôt les données de type données démographiques, données de produit intérieur brut, ce genre d'éléments. Donc, je sais que ma réponse est partielle, mais c'est un début de réponse. Oui, oui, et aussi, on a une autre question de Freud pour continuer. Il faudrait savoir les outils de modélisation que vous recommanderiez à une équipe technique nationale disposant de ressources limitées. Première chose, c'est ne pas partir dans un développement à partir de zéro, dans un développement de modèle, c'est d'utiliser quelque chose qui existe. Là, je peux pas recommander des outils spécifiques parce que justement, j'ai pas fait le tour d'horizon spécifiquement pour Haïti par rapport aux contraintes que le pays a. C'est un travail que j'ai fait par contre pour le Canada, par exemple. Mais la première étape, c'est ça. En fait, au risque de me répéter, définir
Ok, ben si notre objectif c'est décarbonation, mais peut-être c'est pas carboneutralité, peut-être c'est quelque chose de différent. Ensuite, essayer de décliner ça par rapport à mes différents secteurs économiques et avec ça, je peux aller faire un tour, une revue de la littérature pour trouver les outils accessibles publiquement que je pourrais m'approprier par la suite. Euh, Par exemple, si je recite l'article sur la Barbade que j'ai lu, ben, rien n'empêche, si je vois que ça répond à mes critères par rapport aux objectifs que j'ai, de contacter l'auteur pour qu'il puisse me donner accès à toute la, à tout le code. Des fois, c'est même pas nécessaire de contacter l'auteur. Des fois, c'est disponible sur des plateformes comme GitHub ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment, c'est après avoir défini son problème, là, on fait un tour d'horizon pour voir c'est quoi les outils disponibles. Et je dirais les éléments à prendre en compte quand on n'a pas beaucoup de ressources, c'est l'accessibilité de l'outil. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être payant ou accessible publiquement? Moi, j'opte toujours pour accessible publiquement parce que souvent, quand c'est payant, il y a des bouts qui veulent pas vous montrer. Puis c'est important de comprendre ce qui se passe dans le système, dans le modèle. Pour les données, si possible, des campagnes, mais déjà les statistiques disponibles, des campagnes de récupération, de collecte de données. Souvent, ben, ça peut paraître bizarre, mais les étudiants sont bons dans ça. Quand on a quelques étudiants sous la main, ça peut être utile. Puis, utiliser aussi les bases de données internationales qui font des estimations des données pour pouvoir travailler. Et puis, c'est un peu la base pour pouvoir avancer, en fait. Donc, à défaut de recommander des outils en particulier, c'est un peu plus la méthodologie que je peux recommander pour être capable d'arriver à identifier les outils pertinents. Merci, Héloïse. Juste pour info, il nous reste 8 minutes. On a 3 questions en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions euh, présentielles au niveau de la salle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Naomi, on peut prendre quelques questions et en présentiel. OK. Et, bon, et je pense que cette question a été abordée, mais je me demande, j'aimerais demander à la spécialiste de nous donner beaucoup plus d'informations. Comment le modèle prend-il en compte les réalités spécifiques des pays en développement, en particulier Haïti? En Haïti, bon, c'est de l'informalité, la faiblesse des données, les contraintes financières, parce qu'on sait que si on fait apprendre à la machine de désordre, la machine peut apprendre le désordre et nous le répéter et à travers le modèle. Donc, comment on arrive à marier informalité, faiblesse de données et contraintes financières? C'est un très bon point. C'est complètement ça. Si on met pas, on met le désordre, c'est du désordre qui ressort. Et c'est ça un peu tout le défi de ce travail de préparer le modèle. Comment on l'adapte? Des fois, ça va être au niveau de comment on va décrire les relations. Parce que des fois, les relations dans notre système mathématique ne vont pas être les mêmes que dans un pays développé, par exemple. Donc, on peut avoir à toucher aux équations du modèle. Des fois, ça va vraiment être sur les données du modèle. Donc, quand je parle d'équations, rarement technologiques, parce que les technologies sont quand même assez globalisées, mais ça va souvent être les relations économiques. Ça, c'est souvent les matrices de flux économiques des modèles qui vont permettre de faire cette adaptation-là à la réalité économique du lieu. Pour ce qui est aussi de, par exemple, la localisation géographique, ben là, ça va être vraiment le jeu de données d'entrée qui va permettre de faire cette adaptation-là. Pour la partie de l'informalité, en vrai, c'est quelque chose qui va être difficilement inclus dans un modèle. Ça va vraiment beaucoup plus être la compétence des analystes, donc des personnes qui vont travailler avec le modèle puis ses résultats, qui va pouvoir euh, considérer cette dimension-là. Parce que le problème avec le fait, puisque c'est un fait, c'est pas nécessairement un problème, le fait avec les aspects informels, ben, c'est que c'est difficilement descriptible
est intégrable dans le modèle mathématique. Parce que c'est le principe de l'informalité. Mais c'est pas inexistant pour autant. Donc, la façon de pouvoir le traiter, c'est les gens qui connaissent cette informalité-là, parce qu'ils la vivent, parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils l'ont expérimentée, parce qu'ils l'ont documentée, qui vont pouvoir, au moment de venir soit préparer les scénarios, soit préparer les hypothèses, puis quand il va falloir interpréter les résultats, qui vont pouvoir nuancer les propos et inclure cette informalité-là. Mais ça va assez rarement être inclus directement dans le modèle. Oui, Héloïse, pour terminer, toujours au niveau de la salle, et pour Haïti, généralement, il y a des risques qui sont extrêmement élevés et on retrouve ces risques aussi pour les pays en voie de développement, comme par exemple un coût du capital très élevé pour mettre en place les projets, les risques politiques. On a vu ça en Haïti, comment les risques politiques peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes et même néfastes sur les projets, et aussi les problèmes logistiques. Est-ce que vous avez, et au cours de votre expérience, et mettre en place des modèles et qui permettent de prendre en compte ces risques spécifiques? Peut-on les intégrer dans un modèle? Honnêtement, dans mon cas, non, parce que j'ai vraiment beaucoup plus travaillé sur le Canada. Je l'ai fait en tout petit peu par rapport au territoire du nord du Canada, parce que là, il y a des enjeux logistiques plus importants. Il y a quelques spécificités qui font que c'est pas tout à fait la même réalité que un peu plus au sud dans le Canada, mais c'est quand même assez loin des réalités d'un pays comme Haïti ou d'autres pays dans le même contexte. Donc, ma réflexion autour de ça serait plutôt que cette réalité-là, en fait, augmente les incertitudes qu'il y a autour des exercices de modélisation. Une façon de gérer ça, c'est la façon dont on va définir nos attentes vis-à-vis de cet outil-là. Dans aucun contexte, ce n'est magique, mais dans ce contexte-là, il y a encore plus d'incertitudes. Donc, quand je parle d'attente, c'est que peut-être que plutôt que de viser un système au complet, je vais peut-être viser certaines parties, certains endroits. Donc, plutôt que de faire de tout d'un coup, je vais y aller peut-être plus par morceaux. Je vais pouvoir aussi inclure la dimension résilience, sécurité dans mon modèle. Ça, c'est des choses qu'on peut traduire dans un modèle. Un exemple de traduction possible, c'est que on attribue un prix plus ou moins élevé à certaines technologies, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus fiables que d'autres, il y en a qui ont moins de chances de pouvoir se faire détruire que d'autres. Je donne des exemples extrêmes, mais ce sont des façons de traduire certains des enjeux liés à la logistique, au coût du capital pour le financement des projets. Mais par contre, c'est difficile d'inclure, par exemple, les risques politiques dans un modèle. Encore une fois, une façon de gérer cette incertitude, c'est d'identifier des tendances robustes. Donc, quand je fais mon exercice de modélisation, avec mes analyses de sensibilité, je peux identifier des tendances que j'ai beau varier sur ce paramètre-là, c'est là, ça, c'est là que je vais mettre mon effort parce que je sais que ça va marcher dans presque tous les scénarios. Si mes ressources sont limitées, plutôt que m'étaler, je vais faire plus d'efforts à cet endroit-là. Donc, c'est des exemples pour fonctionner à travers cette réalité-là. Merci, Héloïse. C'est tout, Dr. Calix, du côté de la salle. Bon, je crois aussi qu'on... Oui, du côté de la salle, c'est bon, surtout il est 3h30. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Oui, on a toujours 3 questions. Donc, ce que je vais faire, Héloïse, je vais essayer de résumer ces 3 questions pour que tu puisses intervenir et aussi faire une petite conclusion pour qu'on finalise cette journée. Donc, la première question, Jules, il souhaite savoir
où en est Haïti dans cette transition énergétique et comment l'appliquer de façon pratique au quotidien, la décarbonisation. Et question 2, ce serait des conseils pratiques pour quelqu'un qui veut écrire un policy paper sur le climat en Haïti. Et pour terminer, il y a David qui souhaiterait savoir comment valider un modèle sans données réelles. Euh, je vais faire je vais commencer par la dernière pour remonter à la première. Dans le dernier cas, donc valider un modèle sans données réelles, dans la littérature, en général, on est capable de trouver des exemples de cas, d'études de cas, puis c'est reprendre un cas comme ça pour valider et calibrer son modèle, parce que c'est vraiment important cette étape de calibration du modèle pour s'assurer que cette représentation qu'on a faite s'approche un tant soit peu de la réalité. Donc, si on n'a pas de données à nous sous la main, c'est trouver une étude de cas qui se rapproche suffisamment de notre réalité pour récupérer les données et tester notre modèle. La deuxième question qui est sur préparer des conseils pour une rédaction d'article, ce qui fonctionne quand même, c'est large. Ça peut être très large. Je dirais justement, pour pas se perdre, pour pas se noyer, c'est de cibler une question. C'est à quelle question je veux répondre. Parce que bon, décarboner, c'est extrêmement large. Si je prends une question à ce point-là haut niveau, il faut que je suis obligée de rester haut niveau dans mon analyse par la suite. Donc, est-ce que ça dépend un peu je choisis une question. Est-ce que je veux me concentrer sur un secteur? Est-ce que je veux regarder à la grandeur du système? Quelque chose qui peut aider à guider le choix, c'est utiliser le CDN de Haïti, qui a probablement un certain nombre de choses décrites dedans, mais ça peut donner des idées sur, OK, c'est quoi que je veux regarder? Je peux vouloir estimer, évaluer à quel point on est sur la bonne voie ou pas d'atteindre ces objectifs-là qui avaient été déterminés, par exemple. Et pour arriver à la première question, le temps que je me la rappelle, l'état pour Haïti. Malheureusement, j'ai pas la réponse pour cette question-là. Je vais être honnête, Haïti n'est pas un territoire sur lequel j'avais eu l'opportunité de travailler. En fait, de m'y intéresser, je veux dire, d'un point de vue technique sur ce genre de questions-là avant aujourd'hui. Je dirais même sur la zone Caraïbe avant aujourd'hui. C'est bien que je vienne de la Guadeloupe, ça fait quand même très longtemps que je suis au Canada et je travaille vraiment beaucoup sur le Canada à l'échelle du pays puis des différentes provinces. Donc, j'ai peu travaillé avec les réalités caribéennes. Par contre, de mon intérêt personnel, de ma curiosité personnelle, parce que je viens quand même dans le Caraïbe, c'est des questions que auxquelles je me suis intéressée, mais j'ai plus regardé au niveau de la Barbade, par exemple. Mais au niveau de l'Haïti, malheureusement, non, je peux pas faire ce point-là. Merci, Héloïse. Je dois aussi te mentionner que de toutes les questions qui ont été posées, les participants vous ont remercié pour la présentation. Bon, il y a d'autres questions, malheureusement, on est arrivé au bout de cette journée. Donc, merci encore, Héloïse, pour cette intervention et merci également au public pour vos questions et votre engagement dans la discussion. Donc, avec cela, nous clôturons officiellement cette session et cette première journée. Donc, la programmation pour demain débutera à 8h30 en présentiel à l'Université d'Iskea et pour ceux qui vont assister en ligne sur Zoom. Donc, soyez au rendez-vous, frais et dispo, puisque on va enchaîner sur une journée tout aussi riche en contenu demain. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bon après-midi. Merci à tous. Merci.